Alors, monsieur Cheminade, par rapport à ce qu'on a vu sur Maastricht, est-ce que vous voulez rebondir, donner vos impressions, je vous en prie? Je regrette que M. Poisson ne soit pas là parce qu'enfin nous arrivons à un point dans lequel nous ne serons pas d'accord. Ah, Si on veut comprendre ce qui se passe, il faut sortir de l'européocentrisme et il faut penser à la France dans le monde. Alors, remontons aux sources. Qu'est-ce qui se passe en 1968? C'est que les États-Unis, à cause de la guerre du Vietnam, ne contrôlent plus leur propre dollar. Et le dollar devient le dollar des marchés financiers dans le monde, avec son privilège exorbitant pratiqué par la Réserve fédérale américaine, qui est une institution privée et pas du tout l'institution de l'État américain. Donc, on en est là. En mars, il y a une discussion entre les principaux banquiers centraux du monde et les Américains demandent à ce que, par accord secret, les gens ne convertissent plus leur dollar en or. On était dans un système de conversion du dollar et de l'or. Il y a une banque qui refuse, c'est la Banque de France du général de Gaulle. Elle dit non. À ce moment-là, d'un point de vue américain, le sol des gens qui sont au pouvoir alors, le sort de la France est scellé. Et on fera tout pour déstabiliser le général de Gaulle. Et ce qui s'est passé en 1968 fait partie directement ou indirectement de cela. J'en ai eu des confirmations personnelles auprès d'Américains qui ont participé à cette déstabilisation. Maintenant, voyons plus loin. Le 15 août 1971, il y a le découplage entre l'or et le dollar. C'est-à-dire qu'on arrive à ce qui était latent depuis 68. Le découplage entre l'or et le dollar crée un Far West financier dans le monde. On passe en 1976, le 7 et 8 janvier, aux accords de la Jamaïque. C'est les monnaies flottantes. Dans ce système de monnaie flottante, il n'est plus possible pour moi d'affirmer une souveraineté nationale. On est pris dans un carcan dans lequel on ne peut que rompre ou s'incliner. Qui choisit-on à l'époque pour s'incliner? Valéry Giscard d'Estaing, le 12 janvier 1976, nomme Raymond Barre ministre du Commerce extérieur. Je dois dire qu'à ce moment, on me propose, j'étais haut fonctionnaire, de joindre le cabinet de Raymond Barre. Je dis non à cause de ça, jamais. Et Raymond Barre devient Premier ministre le 25 août 1976 et il le sera jusqu'au 13 mai 1981 avec sa politique d'austérité où on prétend pour maintenir la force du franc qu'on va faire une politique d'austérité. Et ça ne peut pas marcher à l'intérieur d'un système monétaire avec lequel on ne rompt pas et avec lequel on a choisi de ne pas rompre. Nous, on fait à ce moment-là une campagne, disons, assez virulente contre Raymond Barre, Barre 1, Barre 2, Barre 3. Il fallait plus ces choses-là. Or, beaucoup de personnalités politiques qui se disent souverainistes étaient de ce côté-là. Et là, ce n'est pas la gauche. Hein. Donc, il faut sortir de cette culpabilité, c'est la gauche, c'est la droite. C'est tous ceux qui ont voulu se soumettre à un système monétaire qui, dans sa définition, et c'est confirmé par l'acte unique de 1986, se soumettent à un marché mondialisé financier. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Sylvain Baron. La mondialisation, c'est bien, c'est historique, mais à condition que les États-nations la gèrent et qu'entre eux, ils décident quelle politique il faudra faire pour développer l'économie. C'est aujourd'hui ce qu'est en train de dire Poutine lui-même à Valdai, au club de Valdai en Russie, à Sochi. Il a dit il faudra une société internationale qui ne sera pas unipolaire, mais qui ne sera pas non plus multipolaire. C'est faux de le dire comme ça. Il faudra une société polyphonique. Et il a utilisé cette vision musicale, cette version musicale de l'entente entre les sociétés. Nous, ce que nous avons toujours défendu par rapport à cela, c'est une nouvelle architecture du système international basée sur le développement mutuel et sur la sécurité mutuelle. C'est ce que Poutine et les Russes en général demandaient en 2021 et on ne leur a pas répondu. D'où ils ont été, avec l'extension de l'OTAN à l'Est, contraints, on l'aime ou pas, personnellement, j'aime pas, on ne justifie jamais une invasion, mais ils ont été contraints de le faire. Ils devaient le faire, on les a poussés à le faire. Donc, si on comprend les relations internationales de ce point de vue-là, on comprend où est notre véritable notion de souveraineté. Parce que si on est contre un mondialisme financier,
et qu'on est pour un nationalisme financier, on n'en sort pas. Et la vraie raison, c'est les bases réelles de la nation. Qu'est-ce qu'est vraiment une nation? Et une nation, c'est quelque chose qui a une institution comme une monnaie, mais qu'elle utilise comme un instrument, comme un moyen pour favoriser quoi? La création humaine et le développement économique réel. Et le mal terrible que les socialistes ont fait à la France, c'est d'avoir qualifié de réhabilitation de l'entreprise, ce qui était quelque chose qui était en fait l'entreprise financière, l'entreprise qui, avec des dirigeants qui coopéraient avec ces marchés internationaux, et d'avoir nommé, lorsqu'ils ont nationalisé, à la tête de ces entreprises nationales, des gens qui étaient les cousins germains, les frères, les sœurs, enfin qui avaient la même formation que les gens qui auparavant étaient dans le privé. Donc la notion de privé et de public n'a pas plus de sens que de gauche ou de droite. Je veux bien discuter de marxistes et de chrétiens, la doctrine sociale de l'Église, la destination universelle du bien, ou du marxisme et ceux qui ont vraiment lu Marx. Le problème, c'est que presque personne n'a lu en France Rerum Novarum et que presque personne n'a lu le Capital. C'est ça la vérité. Et on n'a pas de base de discussion parce que les gens pensent en fonction de résumés, de sous-produits, et c'est ça qui me met vraiment en colère, au lieu de penser à la réalité et ce qui a façonné la réalité dans l'histoire dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.